Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Le club politique d'Europe 1 Soir avec ce soir Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Constitutionnaliste, maître de conférences en droit public. Bonsoir à Dorian Dreuil. Bonsoir. Expert à la Fondation Jean Jaurès et coprésident de l'ONG À Voter. Les 100 jours, les amis. Les 100 jours de Gabriel Attal avec un discours sécuritaire à Viry-Châtillon, avec pas mal d'annonces et notamment sur les internats, le retour aux internats pour les enfants violents avec des annotations sur les diplômes. Des jeunes marqués au fer rouge jusqu'à la fin de leur jour avec un diplôme d'un BEP, mais avec enfants violents dessus. Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce discours et comment vous voyez Gabriel Attal à l'aube de ces 100 jours, mon cher Benjamin Morel? Je dirais que pour l'instant, on n'a pas un Premier ministre qui a beaucoup imprimé. Alors, on a d'ailleurs des enquêtes qui ne sont pas trop défavorables. En règle générale, en moyenne, la popularité d'un Premier ministre sous la Ve République, c'est 2 mois. Là, on voit que ça baisse un petit peu, mais ça ne bosse pas de manière extrêmement importante. En revanche, le plan communication Gabriel Attal est quand même quelque chose qui s'est relativement essoufflé. Si vous regardez ce qui s'est passé au ministère de l'Éducation nationale, quand il était ministre, le plan Abaya, le fait que tout d'un coup, un truc qui se règle par une circulaire, on en parle pendant 1 mois, il n'a pas réussi à faire ça à Matignon. Il a plutôt subi l'actualité à travers la question de l'agriculture, à travers la question de déficit public, des séquences en fait dont il n'a pas été à l'origine et qu'il n'a pas investi, de même que celle des européennes sur lesquelles il est pour l'instant très discret. Or, pourquoi Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal? Essentiellement pour faire de la com, pour arriver à relancer le train avant les européennes. Pour l'instant, le contrat n'est pas vraiment rempli, donc il parie sur ce qui fait son existence dans l'opinion, éducation, autorité, il appuie dessus. Est-ce que ça prendra à voir? Emmanuel Macron lui a grillé la politesse la veille. Dorian Dreuil. Oui, je suis assez d'accord avec Benjamin, mais j'y ajouterais peut-être qu'on fait de la communication quand on peut pas légiférer et quand on peut pas réformer, et c'est tout la difficulté de Gabriel Attal, c'est que la situation, sa nomination, a rien changé à la situation politique à l'Assemblée nationale et à cette configuration de majorité relative. Donc le double défi pour le Premier ministre, c'est la question du temps. La question du temps, et le deuxième, c'est le temps, encore. Le temps d'abord, parce qu'il est coincé dans l'échéance électorale des élections européennes, qui ne s'annonce pas très favorable pour la majorité qu'il conduit, et le temps ensuite de la mise en œuvre des réponses aux crises qu'il fait, c'est-à-dire le moment entre je subis une crise dans la société, j'annonce des mesures, et le moment où elles sont appliquées, parfois ça prend du temps. Et ce délai, on le voit dans l'opinion, il se rétracte de plus en plus. Il y a le sentiment qui se propage que entre le moment de l'annonce et sa traduction politique et effective dans la société, ce délai est trop long. Est-ce que ces 100 jours, comme vous le dites Dorian Dreuil, avec l'absence de texte au Parlement, se traduit aussi par le fait que quand on a une majorité relative, du coup on marche sur des œufs, et quand on marche sur des œufs, Benjamin Morel, qu'est-ce qu'on fait? On légifère comme on peut au niveau de l'exécutif sans passer justement par l'ordre législatif. Voire même on légifère pas du tout. Encore une fois, il faut se souvenir de la charnière décembre-janvier. Emmanuel Macron, après la loi immigration, considère que de toute façon la majorité, c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher et qui est quasiment mort. Donc on nomme Gabriel Attal en sachant très bien qu'au vu de la composition du gouvernement, ça va fâcher la gauche de la majorité. Et qui plus est, en ramenant Rachida Dati, que ça va pas forcément soigner les relations avec LR. Donc on fait le deuil quasiment d'une majorité structurée et bien tenue au Parlement. Au nom d'un côté, une capacité à agir par voie réglementaire, par décret, par circulaire. Bref, on essaye d'agir, mais on essaye d'agir sans passer par justement le Parlement. Et de l'autre côté, au nom de la communication, parce que si je refais un coup à l'Abaya, encore une fois, j'ai une circulaire. Théoriquement, le débat dure 1 jour. Mais là, vous avez le teasing du débat. Vous avez le ministre qui finalement décide. Vous avez ensuite la décision et vous avez le service après-vente, ça dure 1 mois. Ce coup de communication fait à Matignon aurait été génial. Il n'a pas vraiment été fait depuis. Donc le paradoxe pour l'instant, c'est qu'on a un Gabriel Attal qui n'a pas si mal géré cette majorité très divisée. Aujourd'hui, elle ne va pas très bien, mais elle va mieux qu'il y a quelques mois. En revanche, du point de vue de la communication, c'est quand même passé en grande partie sous les radars. Et donc là-dessus, il est un peu en contre-emploi par rapport à ce qu'avait envisagé Emmanuel Macron en janvier. Et est-ce que c'est ça aussi, Dorian Dreuil, qui contribue au fait que Jordan Bardella est, selon les jours, 29, 30, 32% dans les intentions de vote aux élections européennes? Non, je pense pas, parce qu'il aurait été vain d'imaginer que la nomination de Gabriel Attal suffise à
contrecarrer cette espèce de vague tsunami de l'extrême droite et de la droite radicale en France et dans d'autres pays d'Europe. Pour la simple et bonne raison que Gabriel Attal, en tant que Premier ministre, eh bien, il est tenu de ne pas pouvoir faire campagne. Donc mécaniquement, le match Attal-Bardella, il ne peut pas s'installer puisqu'il y en a un qui peut pas le jouer. Et puis les ressorts de cette montée de l'extrême droite, il se trouve ailleurs, et notamment dans la capacité du Rassemblement national et de ce qu'il y a encore plus à droite à sa droite, et notamment la liste Reconquête, à jouer sur les colères, les peurs, sur tout ce qui suscite d'angoisse dans la société, dans tout ce qui polarise, d'appuyer sur cette polarisation de la société à outrance pour espérer en récolter les gains dans les urnes. Vous pensez qu'ils en font trop ? Vous pensez que le RN attise relate des faits qui sont des faits de violence ? D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment besoin du Rassemblement national pour dire que des jeunes de 15 ans se font poignarder, ils sont laissés pour morts dans des ruelles ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par le RN qui attise la haine ? Je dis pas qu'ils attisent la haine, je dis qu'ils jouent sur les colères et les peurs qu'il y a dans la société. En participant de cette polarisation, en jouant le miroir grossissant de ce qui est relaté dans la société, et aussi en nationalisant à outrance ce scrutin. Et c'est d'ailleurs une stratégie assumée par le Rassemblement national qui fait de ces élections européennes un référendum pour ou contre Macron. Le Parlement européen et ce qui va se passer dans les 5 années au Parlement européen n'a que faire d'être pour ou contre Emmanuel Macron. Donc il y a cet enjeu. Il y a un bilan. C'est-à-dire qu'on joue sur le bilan aussi de. On joue sur il joue en tout cas sur le bilan du président de la République. Ça de le faire. il joue le bilan du président de la République qui n'est pas eurodéputé. Donc il y a un enjeu quand on est député sortant comme on est comme Jordan Bardella. D'abord, c'est de parler de son propre bilan. Et il parle de lui-même, et ensuite de faire campagne sur un projet politique, pas contre le président de la République. Mais c'est quelque chose qu'on revoit dans d'autres situations de l'échiquier politique. Oui. Quand Jean-Luc Mélenchon, il fait de cette élection le premier tour de l'élection présidentielle de 2027, c'est un peu se moquer des électeurs dans la mesure où on ne parle pas en tout cas du projet politique européen. C'est compréhensible, même si Benjamin Morel, cette élection européenne, on la présente depuis plusieurs mois maintenant comme des midterms, comme des élections de mi-mandat pour 2027. Oui, et comme souvent, toutes les élections intermédiaires, c'est toute la difficulté. Si je commence à parler des vrais enjeux de cette élection européenne, est-ce que vraiment la coalition entre les sociodémocrates, le Renew et le PPE pourrait bouger de façon relativement limitée ? Est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement une reconfiguration des coalitions ? Tout ça, évidemment, à mettre au diapason de ce qui se passe au Conseil pour arriver à avoir une double majorité et au Conseil et au Parlement européen. Vous comprenez bien que j'ai perdu déjà la moitié de vos auditeurs et que ça va être compliqué pour une liste. Et ils auront encore moins envie mobiliser. D'aller voter aux élections européennes. Voilà. Qu'on le veuille ou non, la logique de la Ve République, et malheureusement c'est le cas, font des élections intermédiaires des élections sanctions. Regardez, avant qu'on ait eu la dichotomie entre champ politique local et champ politique national, les régionales. Lorsque la France est dominée par un président de droite, par exemple sous Nicolas Sarkozy, la quasi-totalité des régions passe à gauche. Lorsque François Hollande est président, la quasi-totalité des régions passent à droite. Donc, si vous voulez arriver à mobiliser votre électorat, il faut jouer sur des enjeux très simples. Et l'enjeu le plus simple, c'est sanctionnons le président de la République. Et par ailleurs, dès lors, vous créez un effet vote utile, ce qu'aujourd'hui crée Jordan Bardella. Du point de vue des élections européennes, le vote utile, ça n'a pas de sens, parce qu'on est face à des élections transnationales à la proportionnelle. Mais regardez ce qui s'est passé en 2019, par exemple, pour François-Xavier Bellamy. Une partie des électeurs de droite qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron vont voter, entre guillemets, utile pour le sanctionner, Jordan Bardella. Et une partie des électeurs qui ne veulent pas de Jordan Bardella, qui ne veulent pas du Rassemblement national, vont voter utile l'oiseau. Donc cet effet de dispatchage, de dynamique via le vote utile est lié à la nationalisation des scrutins. Et ça, si vous voulez l'emporter, vous ne pouvez pas trop y échapper. Vous parliez de Bardella et de Valérie, il n'y avait pas de Nathalie Non, Loiseau. je disais, ça s'était passé en 2019, oui. Et là, en effet, on voit à peu près la même chose se passer. Et Bardella était déjà Dorian Dreuil, sur ce qui vient d'être dit. Oui, à relativiser peut-être sur 2019, parce qu'il y a quand même un effet pour la majorité à l'époque qui joue le coude à coude avec le Rassemblement national. Il termine, je crois, à 0,5 points. Là, il y a quand même
une avance qui sera difficilement rattrapable pour le Rassemblement national. Oui. Enfin, à 30-32 et le camp présidentiel à moins que les 16-18. sondages se plantent complètement, ce qui est rarement le cas. Enfin, Dans ce différentiel-là, c'est du doublé. C'est la c'est quand dernière même fois qu'on compliqué. avait Mais vraiment un plantage, c'était Pécresse, où vraiment personne ne la voyait à 4-6, alors qu'on était plutôt à 8-9. Oui, mais alors pour les présidentielles, les sondages sont assez fiables. En revanche, le problème, c'est les élections intermédiaires, parce qu'on a du mal, souvenez-vous, des dernières régionales, à considérer la participation. Et là, il y a un vrai enjeu en réalité. On sait qu'il y a un électorat centriste qui se mobilise quoi qu'il arrive. Donc là, on a des listes relativement stables. On sait que l'électorat RN, pour l'instant, au moins depuis l'ère Philippot, eh bien, est surmobilisé aux élections intermédiaires. Donc, on peut penser que ça fonctionne bien, mais il y a tout un électorat flottant dont on ne sait pas encore à ce stade-là s'il va se mobiliser. Ce qui fait que dans la dernière ligne droite, on peut avoir des dynamiques de campagne extrêmement rapides parce que des nouveaux électeurs qui, pour l'instant, n'ont absolument aucune idée qu'il y a une campagne européenne en cours, ou en tout cas ne la visualisent pas très bien, mais pourraient se réveiller au dernier moment. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, Dorian Dreuil, ce sont, je l'ai effleuré tout à l'heure en lancement, c'est en introduction, ce sont les annonces de Gabriel Attal, en l'occurrence, sur comment faire taire la violence des jeunes, avec notamment cette proposition des internats, des maisons de redressement, on sait, on en a parlé hier soir ici même dans les débats de Panorama avec Jean-Yves Le Borgne et le préfet Auboin. Il y a à ce stade très peu de jeunes placés. Si on fait le calcul des places, parce que Gabriel Attal, il a fait son petit calcul, il a regardé les internats au sens large, il y a 55 000 places vacantes en France pour des jeunes qui potentiellement se retrouveraient dans des établissements qui ne sont pas du tout faits pour ça, mais on essaye quand même de les remettre d'une manière générale dans le droit chemin. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? En tout cas, ça montre que sur certains sujets, il est compliqué de faire du en même temps. Il est compliqué d'annoncer à la fois du répressif et en même temps du préventif. Et c'est sûrement pas de nature à, en tout cas, intéresser ou mobiliser dans les élections qui arrivent, à la fois l'électorat plutôt social-démocrate de centre-gauche de la Macronie, et à la fois les jeunes. Et on parlait tout à l'heure de l'électorat ou de la volatilité des électorats et de l'enjeu de la participation. Aujourd'hui, la moyenne de la participation pour les élections européennes, elle est annoncée à 44-47%, ce qui est très faible et plus faible que 2019. Parce que ce qu'on n'arrive pas encore à déterminer, c'est quelle sera la mobilisation des 18-34 ans. En 2019, c'est eux qui avaient eu un regain d'intérêt de participation. Ils étaient à peu près à 40% de participation contre 25% en 2014. Là, ce qu'on n'arrive pas à voir très bien dans les sondages, c'est est-ce qu'ils vont se surmobiliser ou se remobiliser ou pas, parce que la détermination, ce qu'on appelle la cristallisation du vote, est-ce que je vais voter ou pas, il va arriver dans les derniers jours avant l'élection. Donc, c'est aussi une campagne qui va se jouer dans les dernières semaines, voire les derniers jours, voire le jour même dans les urnes. Benjamin Morel, sur cette idée des maisons de redressement. On est dans du signifiant politique. Là, il s'agit simplement de rappeler ce qui fait encore une fois la base de l'éthos du Premier ministre pour arriver à le faire exister. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est le caractère très bizarre de cet agenda. Il y a les 100 jours de Gabriel Attal et il y a les quasiment 100 jours avant les élections européennes. On voit que le Premier ministre n'est pas rentré dans ces élections et qu'on a une forme de calendrier concurrent. On a une forme de dichotomie des séquences politiques, l'une se recroisant pas tout à fait. Pour répondre un peu à ce que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que ça va mobiliser l'électorat de la majorité ? Pas sûr. Pas sûr non plus que ce soit tout à fait l'intérêt ni même l'objet de Gabriel Attal. On voit qu'on a un Premier ministre qui mène son propre plan de communication et de manière extrêmement divergente. Je remarque que ni l'un ni l'autre, vous me répondez sur, en quittant un peu la politique, l'agenda de Gabriel Attal, l'agenda des Européennes, personne ne me dit si c'est une bonne ou une mauvaise idée de remettre les jeunes dans le droit chemin à travers des internats. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Vous êtes plus constitutionnaliste. Non, je suis constitutionnaliste quand même. Donc le citoyen peut vous répondre, mais sa compétence en la matière est forcément bordée par ses compétences. Peut-être, mais ça m'intéresse quand même. La réalité, c'est que sur ce sujet, on peut avoir un intérêt, en effet, à isoler de certains milieux sociaux, qui peuvent être les milieux sociaux originaires, un certain nombre de jeunes qui peuvent être en difficulté et qui peuvent être pris dans ces logiques-là. Donc, les mettre dans des internats qui soient des internats ailleurs, les mettre dans des internats, dans des établissements qui ne soient pas le leur à l'origine, dans le milieu social dans lequel ils évoluent, ça pourrait être extrêmement intéressant. Est-ce que ce sera bien fait ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Là, à voir. Ouais. Et Dorian Dreuil, même punition, même question. Est-ce que ces centres, c'est une solution ou est-ce que c'est faisable ?
N'étant pas expert, j'aurais une difficulté à imaginer que ce soit, d'avoir un avis sur le sujet, mais pour répondre quand même, en tout cas pour pas complètement esquiver votre question, je suis opiniâtre, ça doit aussi s'accompagner, si ça fonctionne, ça doit aussi s'accompagner d'un dispositif de prévention. La prévention, elle est clé quand on parle de cette montée de violence cette violence physique, ou en tout cas cette violence dans la vie réelle. Elle colle aussi avec l'autre bulle qui est la violence en ligne et sur les réseaux sociaux, qui est un espace où la société a malheureusement accepté qu'on puisse se comporter différemment dans la vie en ligne que dans la vie réelle. Et on retrouve cette espèce aussi de fait des bulles algorithmiques qui nous enferment dans ces espaces qui sont devenus des espaces de confrontation et de violence, ou qui accélèrent aussi la polarisation, qui fait le dialogue devient impossible et donc l'affrontement est inévitable. Il y a aussi cet enjeu-là, en fait, de mieux comprendre, de se réapproprier l'espace numérique comme aussi un espace de civisme. Donc il y a aussi cet enjeu préventif. Alors, je me tourne à nouveau vers le constitutionnaliste. Là, vous allez vous faire un peu j'allais dire, de droit international public, qui doivent être également dans vos compétences. Mayotte. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Mayotte? Alors, c'est du droit constitutionnel, pas du droit international public. Mais oui, alors, sur la question de Mayotte. On est à la lisière. On est à la lisière, mais. Il y a des histoires d'ingérence, il y a des. Bon, voilà. Alors, la question de l'ingérence, en revanche, pose un problème qui n'est pas tant de droit international que de géopolitique. Il faut voir que derrière les Comores, vous avez un certain nombre de capitales. Regardez mes yeux se tourner vers Moscou, Pékin et Riyad, qui fait qu'aujourd'hui, le bras de fer qu'on peut avoir avec les Comores n'est pas aussi à notre avantage qu'on pourrait bien le penser. Ce qui pose un vrai problème. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir des évolutions législatives ou constitutionnelles? Si vous prenez par exemple la question du droit du sol, c'est un problème qui est un problème d'indivisibilité de la République, parce que le droit du sol, en tant que tel, on l'a pas consacré comme principe constitutionnel. Le Conseil ne l'a jamais consacré jusqu'à présent. Donc, on pourrait imaginer une remise en cause sur l'ensemble du territoire, juridiquement, à voir, mais c'est pas tout à fait impossible. En revanche, ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on n'a jamais fait, c'est rompre sur le territoire un droit fondamental. Considérer que ici il s'applique, ici il ne s'applique pas. Le problème, c'est que si je fais rentrer en la matière l'exception, Mayotte, en effet, est dans une situation exceptionnelle. Mais la Guyane aussi. Et le Var, lors de la crise des réfugiés en 2015 également. Donc, où est-ce que je fais arrêter le droit commun? Où est-ce que je considère qu'il y a exception? Si je fais sauter le droit du sol à Mayotte, à terme, je mets sous terre le droit du sol, quoi qu'il arrive. Dorian Dreuil, sur Mayotte. Et sur l'opération Wambushu aussi. Il y a un enjeu, mais je parle sous le contrôle du constitutionnaliste, à quand même, je pense, le plus possible éviter ces exceptions au droit du sol, dans la mesure où ça pourrait aussi faire entrer dans la fenêtre d'Overton, la fameuse, dont on parle beaucoup, l'acceptabilité que la République ne pourrait pas être une et indivisible, ou qu'il pourrait, par effet de communauté, y avoir des exceptions juridiques de plus en plus fortes. Et là, il y a un enjeu de cohésion sociale et nationale, républicaine et démocratique, à ne pas ouvrir cette boîte de Pandore-là, qui aujourd'hui s'appliquerait à Mayotte et demain à d'autres territoires. Oui, sur cette question de Mayotte, sur la violence qui est ces derniers jours, effectivement, sur beaucoup d'écrans de télévision, sur beaucoup de chaînes de télévision, on en parle nous à Europe 1. Est-ce que il n'y a pas un trop-plein qui fait que le discours politique, qu'il soit à gauche, à droite et au milieu, au centre, est finalement le même. Et il y a beaucoup de yaka faucons, il y a beaucoup de solutions qui sont présentées, et à la fin, l'électeur qui, en attendant, comme on se l'est dit, voit les élections européennes plus comme des midterms plutôt que d'une élection, comme vous l'avez dit, Benjamin, où tel parti français va rejoindre tel parti néerlandais qui va rejoindre tel parti allemand. Finalement, il aimerait bien savoir où aller et ce qu'on peut lui préconiser. Ah oui, Mayotte est un objet de cristallisation politico-médiatique relativement simple en réalité, parce qu'on a une situation qui est évidemment un naufrage. On a une situation qui est en grande partie liée à nos propres erreurs et à celle notamment de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. On a départementalisé trop tôt et on s'est pas donné les moyens, à la fois d'un point de vue géopolitique et juridique, d'accompagner un processus qui sera un processus sain Mayotte. Après, on n'a pas non plus tout à fait joué le jeu du développement d'un territoire. Vous savez, le problème fondamental aujourd'hui dans les Outre-mer de manière générale, c'est qu'on prône l'égalité, on prêche l'égalité, mais on ne la met pas en application.
Or derrière, il y a des enjeux géopolitiques. On parlait tout à l'heure des Comores, etc. Vous en avez d'autres. Vous savez qu'aujourd'hui, la Polynésie, par exemple, fait l'objet de convoitises assez importantes, de même que la Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, on n'est pas... il y a des minerais, il y a des fonds sous-marins extrêmement importants. Et vous avez des puissances étrangères qui s'intéressent à ces territoires. Donc il faut être extrêmement prudent et évidemment, notre débat franco-français national se concentre là-dessus sur un certain nombre de stigmates sans trop penser les causes. En la matière, dès le moment où j'ai une solution qui apparaît insoluble, et cette solution, pour être résolue, impliquerait des interactions complexes, il est facile d'arriver avec une solution simple. On parlait tout à l'heure du droit du sol à Mayotte. Très clairement, la révision constitutionnelle n'arrivera probablement pas. Elle ne réglera d'ailleurs probablement pas grand-chose. Si vous faites le bilan de la loi de 2018 qui a déjà restreint ce droit du sol, il n'est pas brillant en la matière. Donc c'est pas vraiment la solution miracle, mais c'est facile. Ça permet de cristalliser politiquement les médias et l'opinion. Et donc on est dans de la communication politique. Le problème, c'est que les premières victimes de cette communication politique, c'est les Mahorais. Il y a un dernier sujet que je voudrais aborder. Dorian Dreuil, on a célébré les 80 ans du vote des femmes. C'est important. Oui, très important et d'autant plus intéressant au-delà de la commémoration. De la commémoration, c'est toujours l'occasion, je trouve, de rappeler que le droit de vote des femmes, s'il est le général de Gaulle signe l'ordonnance en 44, ça fait suite à 150 ans de mobilisation des mouvements féministes, des suffragettes, comme on les appelait. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance, notre mémoire collective a tendance à oublier qu'il y a eu des suffragettes françaises, a tendance à oublier toutes ces histoires, ces anecdotes d'engagement de Marie Pélissier, d'Hubertine Auclair, de Louise Weiss, de toutes ces actions qui ont permis de faire avancer la société avec des actions parfois originales et d'une modernité folle, des candidates à l'élection présidentielle qui faisaient campagne sans avoir le droit d'être candidates, de faux bureaux de vote en parallèle d'élections législatives réservées aux femmes. Et donc c'est toujours important de rappeler qu'il y a des visages et des noms et des histoires et ce mouvement civique qui a duré 150 ans jusqu'à rendre acceptable en 44 ce qu'il était peut-être pas dans le débat politique à l'époque, après plusieurs propositions, projets de loi qui sont pas allés au bout de la procédure législative avec donc voilà, c'est aussi un hommage aux suffragettes françaises qu'il faut faire aujourd'hui. Benjamin Morel, en 30 secondes. En 30 secondes, on a en effet une révolution qui est une vraie révolution électorale. Et d'ailleurs, à l'époque, elle est très conjoncturelle. Il s'agit également pour le général de Gaulle d'éviter l'arrivée au pouvoir du Parti communiste. Donc, on a un jeu qui est un jeu à l'époque de conjoncture, mais ce jeu de conjoncture, aujourd'hui, fait qu'on a un vrai suffrage universel, parce que je rappelle que le suffrage universel masculin, ce n'est pas le suffrage universel. Merci à vous, merci Benjamin Morel, merci Dorian Dreuil. Merci. Je vous signale que demain à 8h10, vous retrouvez Sonia Mabrouk pour la grande interview Europe 1 et CNews. Son invité, Thibaut de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Merci à tous, merci encore de votre fidélité. Je voulais à tous les auditeurs, vous annoncer que je quittais désormais la présentation des journaux à 18h vendredi, samedi, dimanche et que j'aurai le plaisir de vous retrouver dès le lundi 29 avril aux commandes d'Europe 1 Soir, nouvelle formule. Et pour ce faire exactement, et je voulais remercier Donna Vidal-Revel, notre directeur général, et Constance Binquet, et également mes équipes Thomas Lacroix, Capucine Patouillet et Benoît Levionnois. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée sur Europe 1 avec Nicolas Caro et La Voix et Livre.